C'est l'heure du journal sur Lumière du Monde Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir. À présent, les titres. Au Mozambique, la SADC, Communauté de développement de l'Afrique australe, a activé ses mécanismes régionaux pour pallier à la situation qui a fait 700 000 sinistrés et 112 morts. Venezuela, la présidente par intérim Delcy Rodriguez a exhorté dimanche les États-Unis à se tenir à l'écart de la politique intérieure du pays, alors que le président Trump affirme vouloir en influencer la trajectoire. L'Iran a dévoilé dimanche un panneau d'affichage géant sur la place Engelab au cœur de Téhéran. Il met en garde les États-Unis contre une action militaire dans le pays. Merci de nous suivre. Ouvrons ce journal sur le continent africain. Nous le disions en titre « Inondation au Mozambique ». La communauté de développement de l'Afrique australe a activé samedi ses mécanismes régionaux, une réponse à cette catastrophe dévastatrice dans le pays qui a fait un bilan de 112 morts et 700 000 sinistrés. Face aux inondations dévastatrices qui ont touché le Mozambique et l'Afrique du Sud, la communauté de développement de l'Afrique australe, la SADC, a déployé son équipe d'intervention d'urgence pour soutenir les efforts nationaux de secours. Selon un communiqué publié par le bloc régional dimanche, cette équipe pluridisciplinaire comprend des experts en logistique, recherche, sauvetage, santé publique, communication et coordination civilo-militaire. Ce groupe d'intervention, intégré au système national de coordination humanitaire, soutiendra les opérations d'urgence et les efforts de rétablissement jusqu'au 31 janvier, tout en évaluant les besoins prioritaires et en consolidant un appel humanitaire régional. Les inondations provoquées par des pluies prolongées et des débordements de rivières ont également touché l'Afrique du Sud, le Malawi, le Zimbabwe et l'Eswatini. La SADC, qui réunit 16 pays d'Afrique australe, a activé ses mécanismes régionaux de gestion des catastrophes en partenariat avec les autorités nationales, l'ONU et la Croix-Rouge. En Ouganda, Barbara Kyagulanyi, épouse de l'opposant Bobi Wine, affirme avoir été agressée par des soldats samedi 24 janvier. Elle évoque un moment de terreur. Elle a été hospitalisée dans la ville. Une nuit de terreur et d'intimidation. Voici comment Barbara Itungo Kyagulanyi, la femme de Bobi Wine, décrit l'agression qu'elle a subie dans la nuit de vendredi à samedi. Devant plusieurs journalistes sur son lit d'hôpital, elle affirme que des centaines de soldats ont fait irruption à son domicile. C'est un homme qui m'a attrapé par les cheveux et m'a frappé à la tête contre le poteau. D'après elle, cette agression visait en premier lieu son mari, principal opposant à Yoweri Museveni, qui dirige le pays depuis près de 40 ans. Bobi Wine est en fuite depuis une tentative d'arrestation par les autorités la semaine dernière. Ils sont venus me terroriser, me mettre dans cet état afin que mon mari, où qu'il soit, sorte de sa cachette. Mais je veux l'encourager à rester où il est. Depuis l'annonce de la victoire de Yoweri Museveni à l'élection présidentielle la semaine dernière, Muhoozi Kainerugaba, son fils et chef de l'armée ougandaise, a multiplié les menaces contre Bobi Wine sur les réseaux sociaux, allant même jusqu'à prier pour sa mort. Mais d'autres opposants qu'il qualifie de terroristes dans ses publications sont également ciblés. Selon l'ONG Amnesty International, la répression dans le pays atteint de nouveaux sommets. Les tweets du général Muhoozi constituent un aveu d'exécution extrajudiciaire. Des personnes n'ont pas bénéficié d'un procès équitable avant d'être exécutées. D'après mes dernières informations, au moins 30 opposants ont été tués et le régime en recherche d'autres. Le chef de l'armée a affirmé ce vendredi que plus de 2000 partisans de l'opposition ont été arrêtés ces derniers jours. Son père, Yoweri Museveni, a remporté un 7e mandat présidentiel consécutif de 5 ans à la tête du pays, avec 71,65% des suffrages. Toujours sur le continent africain, les États-Unis renforcent leur coopération militaire avec le Nigeria et ses voisins. Livraison d'équipements
Partage accru de renseignements, Washington appuie une stratégie plus offensive. Elle vise les groupes djihadistes affiliés à l'État islamique en Afrique de l'Ouest. Sous pression diplomatique et sécuritaire, les États-Unis intensifient leur coopération militaire avec le Nigeria et plusieurs pays du Sahel afin de contrer l'expansion de l'État islamique en Afrique de l'Ouest. Partage de renseignements, livraison d'équipements et frappes conjointes s'inscrivent dans une stratégie plus offensive assumée par l'administration Trump. Les cibles désignées étaient des zones utilisées par l'ensemble des groupes terroristes du Sahel comme zone de transit et de regroupement. Ces positions étaient liées à l'État islamique en Afrique de l'Ouest ou à l'État islamique au Sahel. Les objectifs ont été identifiés et planifiés conjointement avec les forces nigérianes à leur demande. Cette coopération s'inscrit toutefois dans un contexte diplomatique délicat. Washington dénonce régulièrement des persécutions contre les chrétiens au Nigeria, des accusations rejetées par le gouvernement nigérian qui rappelle que les violences frappent indistinctement civils musulmans et chrétiens. Nous continuons à collaborer et nous avons partagé des renseignements avec certains d'entre eux afin de frapper des cibles terroristes majeures. Mais cette coopération est très différente de ce qu'elle était il y a 2 ou 3 ans. Nous cherchons à travailler avec eux pour les rassurer sur nos intentions de soutien, alors que d'autres acteurs concurrents mènent des campagnes de désinformation sur nos intentions. Nous nous efforçons donc de contrer cette influence. Les États-Unis ont assuré vouloir seulement renforcer les capacités de leurs partenaires africains, sans pour autant établir de bases militaires permanentes en Afrique de l'Ouest. En République démocratique du Congo, Goma pense encore ses plaies. Après la prise de la ville par l'AFC M23, les stigmates du conflit demeurent encore visibles. Commerce à l'arrêt, économie anéantie. Malgré tout, la population est portée par la solidarité locale après les pillages qui datent d'1 an. L'an dernier, en République démocratique du Congo, lors de la prise de Goma par les combattants de la FCM 23 le 27 janvier 2025, Gentil Mutumayi a subi, comme de nombreuses victimes, des pillages et des destructions. Ce jour-là, de nombreux magasins et boutiques ont été dévalisés, laissant les commerçants sans ressources et aggravant la pauvreté dans la ville. Il y avait des télévisions, des ordinateurs, beaucoup d'accessoires, des téléphones. Mais ce 27 janvier, tout a été emporté. Ils sont allés jusqu'à prendre une partie de la porte. 1 an plus tard, Gentil conserve encore les images du pillage de son magasin, filmées par des passants. Comme d'autres entrepreneurs de Goma, il a choisi de se relever et de reprendre ses activités malgré un contexte économique fragile. Les gens manquent d'argent et les banques restent fermées. Aujourd'hui, l'économie est paralysée. L'argent ne circule plus comme avant. À Goma, cette volonté de reconstruction est également portée par la solidarité locale. Des associations se mobilisent pour venir en aide aux personnes affectées par les pillages et la guerre, en particulier les familles vulnérables et les personnes déplacées. Quand nous avons peu d'argent et tout, on essaie toujours de soutenir financièrement. Parce que nous-mêmes, on n'a pas de financement. On essaie juste de faire des collectes de fonds via nos GoFundMe qui sont toujours en ligne. Et à partir de cela, nous essayons d'assister les plus vulnérables, quoi. Depuis la prise de la ville par le groupe armé AFC M23, les banques restent fermées. Une situation qui asphyxie l'économie locale et complique le quotidien des habitants et des commerçants. De leur côté, les autorités du M23 affirment avoir pris certaines mesures pour faire face aux défis économiques. On a réduit de 500 à 200 taxes. Tout ça pour booster l'économie qui était en faillite dans la ville de Goma. Tout ça pour permettre aux jeunes de pouvoir entreprendre. Goma reste sous le contrôle de l'AFCM 23 malgré les initiatives diplomatiques engagées. Les efforts de médiation peinent à aboutir et aucun horizon clair ne se dessine pour l'instant. Les habitants refusent de baisser les bras. Reprendre ses activités et s'entraider devient un véritable acte de survie pour toute une population. Ailleurs dans l'actualité en France, l'inquiétude gagne encore les foyers. Faut-il se méfier de certains laits infantiles destinés aux nourrissons? 2 enquêtes judiciaires ont été ouvertes après le décès récent de 2 bébés. Les produits concernés, soupçonnés d'une possible contamination, ont fait l'objet d'un rappel immédiat et ont été retirés du
Aux États-Unis, la colère gronde dans les rues de Minneapolis. De nouvelles manifestations ont éclaté après la mort d'un Américain de 37 ans tué samedi par des agents fédéraux. Ce drame survient moins de 3 semaines après la mort de Renee Good, également âgée de 37 ans. Elle avait été abattue par un agent de l'ICE, police américaine de l'immigration, dans cette même ville. Regardez. Un arsenal militaire lourd lancé contre la colère de manifestants. Vous allez brûler en enfer! Rassemblé à quelques mètres du lieu où Alex Pretty, un infirmier de 37 ans, a été abattu par des agents de l'ICE. Les forces de l'ordre empêchent les manifestants de s'approcher. Ils en arrêtent certains. Ça aurait pu être votre frère, votre père, votre mère, votre sœur, votre fille ou votre fils. Ils nous assassinent et vous les défendez. Ils tuent vos voisins, ils nous tuent. Honte à vous. Le département de la sécurité intérieure essaie une fois encore de prôner la légitime défense. On dirait qu'il y a une constitution américaine par terre. Mais pour les manifestants, les agents de l'ICE piétinent les lois et abusent de leur impunité. Les habitants de Minneapolis sont excédés. J'ai des enfants. Ils viennent dans nos quartiers tirer sur des gens. Mes enfants ont peur. Ils enlèvent des enfants. Ils ont tiré sur un homme qui était déjà au sol. 7 agents étaient autour de lui. Rien de tout ça n'est nécessaire. Ils sont là pour nous faire peur. Mais ça ne va pas marcher. Les manifestants s'organisent. Un pick-up ravitaille les troupes. Des barricades sont dressées autour des agents fédéraux. D'après ses proches, Alex Pretty était en train de filmer une action de l'ICE et de venir en aide à un activiste tombé au sol quand il a été abattu. On se protège, nous et nos voisins. Et je n'ai jamais vu ça. Les gens se rassemblent, car ils détestent l'ICE. La colère et la solidarité se mêlent. Ça fait longtemps que ça couve, petit à petit, et là l'étincelle est arrivée. Maintenant tout s'embrase, ça explose. C'est le produit du trumpisme, de l'autoritarisme, du fascisme. Minneapolis pleure à nouveau un meurtre commis par des agents fédéraux. Nous l'évoquions à la vitrine de cette édition. En Iran, le message est sans détour. Les autorités ont dévoilé dimanche un panneau d'affichage géant sur la place d'Angelab, au cœur de Téhéran. Une mise en garde explicite adressée aux États-Unis. Elle est accompagnée de ces mots lourds de sens. Si vous sèmez le vent, vous récolterez la tempête. Une réaction qui fait suite à la déclaration du président américain de faire venir des navires vers la région. Les autorités iraniennes ont dévoilé un nouveau panneau d'affichage sur une place de Téhéran qui semble mettre en garde les États-Unis contre toute intervention. L'affiche représente un porte-avions avec des avions de chasse endommagés sur son pont, entourés de cadavres et de mares de sang. Derrière le navire, des traînées de sang rouge rappelant le drapeau américain sont visibles, tandis qu'un slogan indique « Qui sème le vent récolte la tempête ». L'installation de cette affiche fait suite à la déclaration du président Donald Trump annonçant que les États-Unis déployaient des navires de guerre dans la région au cas où ils décideraient d'intervenir. La dernière escalade des tensions entre Téhéran et Washington intervient alors que l'Iran continue de réprimer les manifestations dans tout le pays. Ces manifestations ont commencé fin décembre et l'agence de presse américaine Human Rights Activist News Agency a rapporté vendredi que le nombre de morts s'élevait à plus de 5000. Mais beaucoup pensent que le bilan est encore plus lourd car l'Iran reste soumis à une coupure Internet qui dure depuis plus de 2 semaines. Nous l'évoquions en couverture de cette édition. Les ordres de Washington, ça suffit, a déclaré dimanche 25 janvier la présidente du Venezuela par intérim, Delcy Rodriguez. Elle a exhorté les États-Unis à se tenir à l'écart de la politique intérieure de son pays, alors que le président Trump affirme vouloir en influencer la trajectoire. De travailleurs pétroliers de l'État d'Anzoátegui dimanche, la présidente par intérim a rappelé les prérogatives de sa fonction.
Il est donc important que nous ouvrions des espaces pour se battre pour notre démocratie, mais qu'il s'agisse de politique et du Venezuela. Assez des ordres de Washington aux politiciens vénézuéliens, que la politique vénézuélienne soit celle qui résolve nos divergences et nos conflits internes. Assez des puissances étrangères, cette république a payé un prix très élevé pour avoir dû faire face aux conséquences du fascisme et de l'extrémisme. Depuis son accession au pouvoir, Delcy Rodriguez a signé des accords pétroliers avec les États-Unis, engagé une réforme sur la loi des hydrocarbures, la première grande réforme depuis la mort d'Hugo Chavez, qui a promu la nationalisation de l'industrie pétrolière en 2007. Si cette loi est adoptée par le Parlement, elle mettra officiellement fin à des décennies de contrôle de l'État sur les plus grandes réserves de pétrole au monde. Sur le front commercial, Donald Trump hausse le ton. Le président américain a menacé samedi d'imposer des droits de douane de 100% sur les produits importés du Canada, en cause l'accord commercial que le voisin du Nord entend poursuivre avec la Chine. Les tensions entre les États-Unis et le Canada reprennent de plus belle. Donald Trump menace d'imposer des droits de douane de 100% sur les importations canadiennes si le Canada allait de l'avant avec un nouvel accord commercial avec la Chine. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, Trump a accusé le Canada de devenir un port de débarquement pour les marchandises chinoises entrant aux États-Unis. Ottawa a récemment négocié avec la Chine une réduction des droits de douane sur les véhicules électriques et les produits agricoles, une initiative que le locataire de la Maison-Blanche avait d'abord saluée, mais qui, selon lui, pourrait désormais mettre en péril les intérêts américains. S'exprimant lors du Forum économique mondial de Davos la semaine dernière, le Premier ministre canadien Mark Carney a déclaré que son pays pouvait montrer l'exemple en ne cédant pas aux tendances autocratiques dans des propos explicitement adressés à Trump. Ce différend survient alors que les inquiétudes se renouvellent quant à une rupture plus profonde entre les États-Unis et leur plus proche partenaire commercial, avec des milliards de dollars d'échanges transfrontaliers en jeu chaque jour. Abordons le volet religion de votre journal. Le ministère international La Consolation a organisé du 13 au 16 janvier la conférence du leadership du Royaume édition 2026. Ces moments de formation ont réuni des hommes de Dieu de différents ministères autour du thème « Le serviteur selon Dieu ». Les participants à cette conférence ont bénéficié de l'expérience d'un dévancier, l'apôtre Miezukaku Ernest, président de l'EPCI, Église Pentecôte internationale de Côte d'Ivoire, qui leur a dispensé une formation. On écoute le président Miezukaku Ernest au cœur de cette session. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu dans ce monde présentement là. Il faudrait qu'il y ait une différence. Donc la différence est que le serviteur de Dieu, là, le véritable, c'est celui-là qui met Dieu au centre de sa vie, à savoir le Seigneur Jésus-Christ est au centre de sa vie. C'est quelqu'un qui lui ressemble, voilà, dans son caractère, parce qu'il a en lui, voilà, les caractéristiques du fruit de l'esprit, voilà, qui sont là, le caractère de Dieu en nous. Et également c'est quelqu'un aussi qui est honnête, qui est sincère. C'est quelqu'un également aussi, voilà, qui pense au progrès de l'œuvre de Dieu. Et c'est quelqu'un également qui recherche les intérêts de l'œuvre de Dieu. Voici en quelques mots, voilà, ce qui caractérise en tout cas l'homme selon le cœur de Dieu ou le pasteur selon le cœur de Dieu. Voilà, il faudrait que nous soyons toujours au pied de nos pères, de ceux-là même qui ont une expérience avec le Seigneur, afin qu'ils puissent quand même nous léguer, voilà, leur connaissance, voilà, qu'ils ont reçue au travers du Saint-Esprit, et qu'à leur tour également, comme la Bible le dit, transmettre aussi à la génération future pour que, voilà, le ministère de Dieu de manière authentique demeure dans ce pays-là, afin qu'il y ait la crainte de Dieu et que le Seigneur ait toujours son regard sur son Église et sur ce pays-là. Voilà, il faut dire que pour être un bon serviteur de Dieu, il y a un fondement. Le fondement, c'est que nous puissions avoir tous un bon caractère. Et le caractère, c'est le caractère de Christ, parce que nous sommes appelés à lui ressembler. Il faudrait que chacun de nous, voilà, se donne véritablement au Seigneur et qu'il permette que le Seigneur soit véritablement dans son cœur, afin qu'il puisse quand même lui ressembler, pour donner en tout cas un ministère semblable au ministère du Christ. Nous restons dans la conférence des leaders du Royaume, édition 2026. Écoutons à présent quelques participants.
Je pense que le thème étant tellement évocateur qu'on ne pouvait pas, en tant que leader, nous empêcher de prendre part à cette conférence. Et déjà, nous sommes bénis par les enseignements, la qualité des orateurs et le fait qu'ils soient tous unanimes pour dire qu'aujourd'hui, Dieu ne cherche pas des personnes qui vont faire de grands miracles, mais Dieu veut des serviteurs vrais, des serviteurs authentiques, des serviteurs qui savent faire référence au Père qui les envoie et ceux-là même qui savent servir. En tant que serviteurs, nous ne sommes pas dans le ministère pour qu'on nous serve, mais nous sommes là pour servir. Et ce sont ces leaders-là que je pense que dont notre nation a aujourd'hui besoin. Parce que le règne, ce n'est pas pour la terre. Comme un des orateurs l'a dit, c'est pour le ciel. Dans cette conférence, j'ai appris beaucoup de choses, surtout sur le service. Et qu'ici, on nous enseigne qu'un serviteur de Dieu n'est pas appelé, on est appelé même pas pour être servi. Pas pour être servi par le peuple, par ceux avec lesquels on fait le nom, mais nous, on vient pour servir le peuple, on vient pour aider. On doit prendre Jésus comme un modèle. Parce que notre papa Jésus, quand il est venu, il n'est pas venu en tant que Dieu, il est déjà Dieu. Mais quand il est venu comme un être humain sur la terre, il a servi le peuple. Et c'est ce qu'on doit faire. Nous pouvons servir Dieu sans être dans le plan de Dieu, passer des années dans le ministère et sans savoir à quel niveau de vie ton ministère est en train de partir. Donc avec ce séminaire déjà, il nous donne des orientations. Comment est-ce que tu peux servir Dieu? Arrivé à un certain moment de ton ministère, tu essaies de faire le bilan pour ce que tu as déjà fait. Est-ce que ce que tu fais est en conformité avec le plan de Dieu dans l'exercice de ton ministère? Donc déjà, je peux dire que ce séminaire nous donne beaucoup d'orientations et je retiens beaucoup de choses à savoir servir Dieu dans un esprit d'humilité, dans un esprit de sanctification. Tu peux arriver au sommet de ton ministère et puis ignorer certaines choses telles que la vie de consécration dans la prière, la vie de sanctification et puis servir Dieu de façon authentique. Et c'est ici que se referme notre édition de ce soir, portée sous une note d'espérance. Le Seigneur Jésus-Christ vous aime. À demain. Merci de votre fidélité.